Bonjour, alors voici le travail en distanciel pour le 23 mars que je vous mets en ligne seulement aujourd'hui. Dans votre cours, vous devez avoir votre bilan 2 qui a été récupéré et qui est donc à jour. À la suite de ce bilan 2, vous allez noter grand 3, donc détermination du métabolisme principal réalisé par des organismes. À la suite de ce titre, vous allez coller votre compte-rendu de TP que je vous ai remis ce mercredi matin et vous prévoirez la place pour pouvoir coller l'interprétation des 3 graphiques que j'ai récupérés. Je vais les corriger et je vous les rends la semaine prochaine. À la suite de ces 3 graphiques, on va donc faire maintenant une correction et on va récapituler l'ensemble des données dans un tableau. Vous allez donc réaliser sur votre cahier ce tableau dans lequel on va noter les différentes espèces que nous avons étudiées. Donc un groupe avait travaillé sur la levure normale, un autre sur la levure mutante, un troisième sur les eugènes normaux et un quatrième sur les eugènes mutants. Nous avons vu que, en fonction du type de levure normale ou mutante, il y avait des organites qui étaient différents puisque l'un possédait des mitochondries, l'autre non. Pour les eugènes, même chose, c'est un organite qui changeait, c'était la présence ou non de chloroplastes. Nous allons donc mettre en évidence la présence de ces organites dans chacune de ces espèces et ainsi récapituler le métabolisme que chacune de ces espèces réalise pour fournir leur énergie. Alors premièrement, la levure normale, on voit que les organites présents à l'intérieur de cette cellule, c'est-à-dire les compartiments que l'on a dans le cytoplasme, sont le noyau ou des mitochondries, représentées très schématiquement ici. On va donc pouvoir noter dans le tableau les organites, mitochondries et noyaux pour la levure normale. Si on regarde maintenant le graphique que vous avez dû étudier, on voit que le taux de dioxygène va chuter très vite. Alors là, on a un artefact lié à l'insertion de glucose, mais globalement, la quantité de dioxygène chute rapidement, puis elle continue de baisser, mais beaucoup plus lentement par la suite. La quantité de CO2, elle, va augmenter très rapidement également. Et la quantité de glucose, qui est très élevée lors de l'injection, on voit que à la fin de cette expérience, au bout de 15 minutes, elle a chuté. Donc, lorsqu'on a une diminution d'un élément, cela signifie qu'il a été consommé par l'espèce qui était présente dans le milieu. Lorsqu'on a une augmentation d'un élément, c'est que cette substance a été rejetée par l'individu. On peut donc conclure ici qu'il y a absorption de dioxygène, absorption de glucose et rejet de CO2. Le métabolisme que nous avons étudié dans l'activité 2 précédente, ou que nous avons noté dans le bilan 2 correspondant à ces échanges, se nomme la respiration. Donc, dans le tableau, vous allez pouvoir mettre la respiration. Un autre terme a été utilisé dans l'activité 2, c'est le terme hétérotrophe. Celui-ci correspond au fait que la levure consomme de la matière organique pour pouvoir réaliser son métabolisme. Donc, hétérotrophe. La levure mutante, elle, ne possède pas de mitochondries. Et on va pouvoir mettre qu'elle ne possède donc qu'un noyau. Sur la courbe, on voit bien qu'elle rejette du CO2, elle consomme du glucose. Par contre, la quantité de dioxygène, elle, n'évolue pas, elle reste stable. Donc ça veut dire qu'elle ne l'utilise pas pour son métabolisme. Le métabolisme que nous avons vu dans l'activité 2 correspondant à ces échanges s'appelle la fermentation.
Même chose, puisqu'elle utilise du glucose, ça veut dire qu'elle utilise de la matière organique, elle est donc hétérotrophe. Concernant le glen possède mitochondries, noyaux et chloroplastes. Ces échanges sont différents selon qu'ils soient à l'obscurité, durant les 5 premières minutes, ou à la lumière, les 5 minutes suivantes. À l'obscurité, on voit qu'il y a une consommation de dioxygène et un rejet de dioxyde de carbone. Pour connaître l'évolution du glucose, il nous aurait fallu faire une prise de glucose à 5 minutes au moment où on changeait les conditions. Or, cette mesure n'a pas été faite. Nous n'allons donc pas prendre en considération les informations du glucose. Mais nous pouvons quand même conclure, puisque le seul métabolisme connu qui utilise du dioxygène et qui rejette du dioxyde de carbone est la respiration. Par conséquent, durant la phase d'obscurité, c'est la respiration qui aura lieu. Par contre, durant la phase de lumière, les échanges sont inversés. Il y a un rejet de dioxygène et une absorption de CO2. Le métabolisme correspondant à ces échanges est la photosynthèse. Nous allons donc pouvoir compléter dans la dernière case correspondant au métabolisme que la photosynthèse a lieu si il y a la lumière. Le métabolisme est autotrophe puisque la photosynthèse ne nécessite pas l'apport de matière organique. Elle peut se faire seulement avec la matière minérale et grâce à l'énergie lumineuse. Lors de l'obscurité, c'est la respiration qui va avoir lieu. Et, comme on l'a déjà vu, il s'agit d'un métabolisme hétérotrophe. Pour les eugènes mutants qui ne possèdent pas de chloroplastes, il y aura donc seulement noyaux et mitochondries. Et le métabolisme qu'il va réaliser correspond aux échanges présentés ici sur ce graphique, absorption de dioxygène, rejet de CO2 et absorption de glucose. Il s'agit, vous l'avez déjà vu tout à l'heure, de la respiration qui est hétérotrophe. Alors maintenant, au vu de ce tableau qui récapitule l'ensemble des résultats, on va pouvoir se poser la question de qu'est-ce qui détermine la réalisation d'un métabolisme précis dans une cellule? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'un métabolisme va se réaliser plutôt qu'un autre dans une cellule? Regardez le tableau. On voit assez facilement que lorsqu'on a des mitochondries qui sont présentes, ici, ici ou ici, on a la possibilité d'avoir la respiration. Le seul endroit où on peut avoir la photosynthèse, c'est lorsqu'il y a présence de chloroplastes. Donc, si je récapitule, les levures ici possédant des mitochondries vont donc pouvoir réaliser la respiration. S'il n'y a pas de mitochondries, ou s'il n'y a pas de dioxygène dans le milieu, alors ces levures feront la fermentation. Deuxième point, avec les eugènes, lorsque c'est l'obscurité, les mitochondries vont pouvoir réaliser la respiration, alors que si c'est à la lumière, ce seront les chloroplastes qui réaliseront la photosynthèse. Par conséquent, qu'est-ce qui détermine le fait que cette cellule va faire la respiration ou la photosynthèse? C'est d'une part les organites présents dans la cellule, mais également les conditions présentes dans son environnement, s'il y a de la lumière ou pas, si elle a des mitochondries et des chloroplastes ou pas. Donc, concrètement, la respiration, la photosynthèse et la fermentation sont les 3 métabolismes principaux que nous avons étudiés. Ces métabolismes principaux vont avoir pour rôle de fournir de l'énergie aux cellules. Donc maintenant, essayons de comprendre comment est-ce que ces transferts d'énergie vont s'effectuer entre des organismes autotrophes et des organismes hétérotrophes. Pour ce faire, nous allons réaliser un schéma dont vous allez suivre la réalisation dans les vidéos qui suivent.
Donc commençons par réaliser un végétal. Alors pourquoi un végétal? Tout simplement parce que c'est le seul organisme qui contient des chloroplastes. Le chloroplaste, c'est celui qui contient la chlorophylle, le pigment chlorophylle qui est vert. Et donc le seul organisme vert que nous connaissons, ce sont les végétaux. Ces végétaux possèdent des parties vertes, avec des chloroplastes donc, et des parties qui ne sont pas vertes, qui ne possèdent pas de chloroplastes, comme les racines, certaines fleurs ou les fruits arrivés à un certain stade. Je vais donc parler d'organes autotrophes, que j'ai représentés en vert, et d'organes hétérotrophes, que je représente en noir. Dans ce cas, dans les organes autotrophes, j'ai l'énergie lumineuse qui va être captée par les chloroplastes, qui va alors permettre la photosynthèse. Je vous rappelle que la photosynthèse capte du CO2, rejette du dioxygène et fabrique du glucose. Donc fabrication de glucose dans les feuilles ou dans les parties vertes. Ce glucose va pouvoir migrer dans la plante comme l'eau le fait dans la sève, vous l'avez déjà étudié en collège. Ici, la sève va faire migrer le glucose partout dans la plante, vers les racines et vers la fleur ou les fruits, de sorte à faire des réserves dans ces zones qui pourront être utilisées pour faire la respiration, pour qu'ils puissent créer leur propre énergie. Donc le glucose va être utilisé par les cellules possédant des mitochondries pour faire la respiration, en captant le dioxygène et en rejetant du CO2. Même chose au niveau des racines, on capte du dioxygène, il y en a dans le sol, et on rejette du CO2. Il y a alors formation d'une énergie, cette fois qui est chimique. Ce n'est pas l'énergie lumineuse comme celle qui a été captée ici, mais c'est l'énergie qui a été récupérée en cassant le glucose. On parle donc d'énergie chimique. Cette énergie chimique est utilisée dans les organes pour qu'ils puissent fonctionner correctement, mais le glucose peut également être stocké sous forme de réserve, formant alors des aliments, comme par exemple des racines riches en glucose, les carottes ou les pommes de terre. On peut avoir des fleurs ou des fruits qui sont très riches en glucose également, et des feuilles, pareil, qui vont être riches en glucose. Donc ce glucose va pouvoir être récupéré et utilisé par d'autres organismes vivants pour faire leur respiration. Ils utilisent le glucose produit grâce à l'énergie lumineuse, et au lieu d'être consommé directement dans la plante, comme ici, dans un organe hétérotrophe, il va être consommé par un organisme hétérotrophe représenté en noir. Il absorbe le dioxygène, rejette le CO2 et fabrique de l'énergie chimique pour son fonctionnement. Donc voilà, l'énergie qui a été créée grâce à l'énergie lumineuse au niveau de la photosynthèse sous forme de glucose peut ensuite être utilisée dans les organes et les organismes hétérotrophes pour former de l'énergie chimique. Prenez le temps de refaire ce schéma au propre dans votre cahier et de bien noter le titre. Ensuite, vous aurez à récupérer le bilan 3 sur le Padlet et vous noterez, grand 4, des voies métaboliques différentes selon les cellules. La fiche activité 4 correspond à la fiche que je vous ai distribuée ce mercredi matin. Voici cette fiche. Sur la partie gauche, vous avez une explication de la voie métabolique qui permet la production de la mélanine. Rappelez-vous, nous avons déjà parlé de cette molécule qui est présente dans les mélanocytes de la peau. C'est elle qui permet la fabrication de la couleur de la peau. Donc là, vous allez comprendre comment est-ce qu'il est fabriqué. Je vous conseille de me noter une ou deux phrases permettant d'expliquer comment est-ce que la mélanine peut arriver dans une cellule de mélanocytes. Ensuite, vous aurez la deuxième partie où vous travaillez sur 2 maladies et vous aurez, dans les cases qui sont ici, à m'expliquer l'origine des symptômes qui sont soulignés dans les 2 maladies. Donc, accumulation importante de phénylalanine, faible pigmentation de la peau ou des cheveux et absence de pigmentation. Vous m'enverrez une photo de votre tableau sur
sur mon adresse svt.suivipeda